Commençons par le sujet qui continue de faire trembler tout le monde, les fichiers Epstein. BFM invite un prof de Sciences Po, Fabrice Epelboin, pour mettre un peu de clarté dans l'affaire. Sauf que voilà, Epelboin connaît le sujet et jette un froid face à des journalistes pour le moins gênés. Quand on creuse un peu l'affaire Epstein, on s'aperçoit que c'est le fonctionnement quotidien des systèmes démocratiques. L'affaire du Safari Club est très intéressant là-dessus. Alors attendez, vous dites c'est le système quotidien, oui. vraiment? Oui. Mais c'est d'une banalité. C'est-à-dire mêler pouvoir, sexe, agent, criminalité, pour vous c'est banal? C'est absolument banal. C'est-à-dire, dites-nous plus, parce que là, excusez-moi, je ne connais pas de dirigeants politiques forcément qui sont mêlés dans tous les réseaux pédocriminels. Vous avez peut-être zappé des cours d'histoire dans votre école de journalisme, mais je veux bien que vous me les rappeliez alors. Dans les années 70, on a eu une affaire qui s'appelait la Commission Church aux États-Unis, qui a révélé les pratiques absolument abjectes de la CIA, infiltration de la presse, manipulation de l'opinion publique, assassinat politique. Donc pour vous, c'est pas cette affaire Epstein, finalement, c'est dans la lignée des choses, ça ne vous étonne pas? Epstein, dans l'histoire, était, entre son passage à Bernstein et le moment où il est devenu indépendant, était l'un des grands magiciens de la finance de l'époque pour déplacer des fonds occultes. Ça fait toujours plaisir, ces têtes figées face à tant d'informations. Mais Fabrice Epelboin ne s'arrête pas là. Donc vous arrivez à quelle conclusion, pardon? Que c'est comme ça que fonctionnent des démocraties. Alors, Aude Loriot, je vous vois depuis tout à l'heure, effectivement, être assez... À moins qu'on soit devenu blanc comme neige depuis cette époque. Alors, on va écouter Aude Loriot vous répondre. Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste... Là, on parle aussi de pédocriminalité. Mais on s'en fout, c'est un détail. Mais c'est pas un détail du tout. Chaud. On ne peut pas dire ça sur un plateau de télévision, c'est pas un détail, la pédocriminalité. C'est pas du tout un détail. Géopolitique de ce que ça révèle. Excusez-moi, des dizaines et des milliers de victimes dont on retire le passeport et qui sont violées, c'est pas un détail de l'histoire. Si, c'est un arbre qui cache la forêt. Alors, le réel problème qui pose problème aux démocraties, c'est le fonctionnement interne dans lequel ces filles sont juste une façon de faire du business. À l'époque du Safari Club, les jeunes filles étaient dans l'apanage du fameux Adnan Khashoggi, l'oncle de Jamal Khashoggi, qui était le grand chef d'orchestre de tout ça et qui donnait des fêtes prestigieuses. Alors, effectivement, pour les Français qui vous écoutent, Raphaël Grabli, on a l'impression qu'effectivement, tout ça fait partie d'un grand système. Et déjà que les Français ont tendance à être un peu complotistes en ce moment. Mais c'est pas du complotisme, c'est documenté. Il y a une douzaine de bouquins qui parlent de ça. Des bouquins écrits par des confrères à vous, comme Christine Ockrent, dans les années 80, qui a recueilli les mémoires du patron des renseignements français de l'époque. Bon, alors on va laisser la parole à Raphaël Grabli. Vous pensez effectivement, Raphaël, que ce système ne date pas d'hier, finalement? C'est pas... Enfin, je suis un peu gêné par ce qui vient d'être dit. Voilà, j'ai commencé cette chronique en prononçant Epstein, et non Epstein, comme le font les médias. Mais selon l'avocat Alain Jakubowicz, je n'aurais peut-être pas dû. Pardon, mais enfin, c'est pain béni, si je puis me permettre, pour un certain nombre de complotistes, d'antisémites viscéraux, qui, effectivement, Epstein, mais dites-moi, il ne serait pas un peu juif, ce monsieur? Je suis d'ailleurs... Et par conséquent, est-ce que ça ne serait pas la preuve que ce que nous disons depuis des lustres, c'est que ces gens-là, quand même... L'accusation d'antisémitisme, un grand classique. On sent quand même que ça se tend au fil des révélations. Certains veulent même y échapper, comme Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui s'énerve quand on lui demande pourquoi elle s'oppose à une commission parlementaire sur les fichiers. Madame la Présidente, bonjour. Pourquoi s'opposer à la commission d'enquête relevant de la... Sujet, excusez-moi, Ce sont des questions des Français. Et alors ? Vous êtes là pour parler gaspillage alimentaire parce que vous voyez, on organise des formidables événements à l'Assemblée nationale avec des parlementaires qui bossent pendant des années sur des sujets, qui votent des lois, qui les évaluent, qui réunissent les acteurs. Là, vous ne voulez pas répondre à ma question. Pourquoi vous refusez la commission d'enquête concernant l'affaire Epstein, madame? Monsieur, là, je vous parle de gaspillage alimentaire et j'adorerais, mais j'aimerais tellement que vous vous intéressiez au vrai sujet qui intéresse les Français, le gaspillage alimentaire. Voilà, pas de commission, circuler. Il y a aussi le gaspillage parlementaire. Exactement. Voilà, pas de commission. Attention, circuler le plus savoureux reste malgré tout Pascal Praud, qui panique quand Vincent Hervouette plaisante sur le fait que son nom pourrait être inscrit dans les mails. Plongez-vous dans les archives diffusées par le ministère de la Justice, Gov. Allez sur Gov. Bon, oui, Vous trouvez votre nom, sûrement. Oh non. Mais vous trouvez mais il y a des milliers de noms qui sont cités. S'il vous plaît. Comment les dire fournisseurs. Non, mais franchement, n'ironisez pas. Il a déjà ses parce problèmes. que on est. Il y a plein de gens qui prennent. Attendez, il y a plein de gens qui prennent ça au premier degré. Donc faisons attention, Vincent, parce que là, c'est pas drôle. Non, mais c'est pas drôle. Pardonnez-moi, c'est pas drôle.
Personne ne veut qu'on parle d'Epstein, personne ne veut de commission, et quand on en parle, c'est soit le malaise, soit la fuite ou carrément l'accusation d'antisémitisme. Deuxième sujet de panique, la violence. Mais pas n'importe quelle violence. La violence des antifas. Quentin, militant nationaliste, est mort ce week-end après avoir été tabassé sauvagement par l'extrême gauche. On a pu voir passer quelques tweets de politiques indignés, mais rien de comparable quand on remonte le temps et surtout quand on inverse les rôles. En 2013, pour l'antifa Clément Méric, toute la classe politique, je dis bien toute, avait fait front dès le lendemain. Membre du groupe Action antifasciste, Clément Méric était un militant actif. Son agression est clairement politique pour le parti de gauche qui pointe sévèrement du doigt l'extrême droite. Finalement, du fait de la dédiabolisation du FN, être d'extrême droite deviendrait une idée comme une autre. Et comme ces gens sont violents, dans une nostalgie de ces régimes nazis, fascistes, ils pensent qu'il faut terroriser les gens de gauche. Le FN, quant à lui, rejette les accusations et demande à éviter tout amalgame. Le Front National n'a aucun rapport ni de près ni de loin avec cette agression. Ces actes sont inadmissibles, évidemment insupportables. Et encore une fois, je vous dis, la mort d'un jeune homme est terrible. Les sénateurs ce matin ont dénoncé à l'unanimité un assassinat abominable. Toute la classe politique condamne fermement cette agression. La violence est un cancer pour la démocratie. Et moi j'appelle au rassemblement face à ça de toutes les forces démocratiques et républicaines qui seules rassemblées peuvent faire face à ce déferlement-là. À droite encore, Jean-François Copé parle d'agression barbare et veut que les auteurs soient punis le plus vite possible. Le PS, par la voix de son premier secrétaire, exige une réponse forte à cette affaire. Je renouvelle donc l'appel à la dissolution des groupes d'extrême droite violents. Et je demande à toutes les formations politiques de se joindre à cet appel. Il est temps de mettre ces groupes hors d'état de nuire. Comme Jean-Louis Borloo, président de l'UDI, de nombreux politiques adressent leurs sincères condoléances à la famille de Clément Méric. C'était il y a 13 ans, déjà. Et croyez-moi, à cette époque, je m'en souviens très bien, il était absolument impensable d'oser critiquer même légèrement la mouvance antifasciste ou de remettre en cause la version des faits. Tout était verrouillé. Aujourd'hui, beaucoup se permettent encore de cracher sur la mémoire de Quentin ou de cibler la sacro-sainte extrême droite. Politique comme le service public. Je reçois en direct un message d'un journaliste du service public qui nous écoute, qui regarde l'émission et qui me dit à quel point il est lui-même choqué du traitement de l'information par le service public. Et manifestement, les journalistes du service public ont reçu l'ordre pour qualifier Quentin d'utiliser deux formules, soit de le qualifier de militant identitaire, soit de militant nationaliste proche du collectif identitaire Némésis. Voilà les consignes qui ont été passées depuis 3 jours aux journalistes du service public. Ça m'est confirmé là par un de ces journalistes du service public. Car Quentin n'est finalement pas la bonne victime et que ces tueurs n'ont pas le bon profil. Tueurs qui, selon Sandrine Rousseau, n'ont d'ailleurs jamais frappé personne. Pourtant, les antifas n'ont jamais frappé personne. Hein. Ah bon? Pas dans des meetings, ils sont pas allés coller sur les portes. Ils brûlent des restaurants, ils brûlent des voitures. Et du côté de Raphaël Arnaud, chef du groupuscule violent La Jeune Garde, les antifas sont blancs comme neige. Vous ne verrez jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais un militant ou une militante de la Jeune Garde impliqué dans des affaires de violence ou que sais-je dans la vie, quoi. Je veux dire, nous, on intervient seulement lorsqu'il y a des violences de l'extrême droite, on répond à ces violences, on les fait reculer, lorsqu'il y a eu des attaques sur, des manifs, des rassemblements, etc. Et on est très fiers de l'avoir fait. Voilà qui s'apparente à un beau foutage de gueule, mais toujours garder espoir et surtout le sourire, comme le fait notre chroniqueur Jean-Yves Gana, harcelé par 2 journalistes de Mediapart pendant sa campagne. Vous allez comparaître en juin pour incitation à la haine raciale, pour avoir comparé des réfugiés afghans aux cousins des talibans. Ouais. Est-ce qu'on peut être candidat aux élections municipales et en attente d'un procès pour incitation à la haine raciale? Bah oui, la preuve. Voilà, le panache c'est ça. Garder le sourire et l'humour en toutes circonstances, même face à des journalistes venus vous salir. Et pendant que les médias font leur sale boulot, une autre archive, celle où Mathieu Kassovitz nous expliquait sa vision de la France. On ne peut pas vivre dans une France blanche. Et on ne peut pas vivre dans un monde séparé. Donc je pense qu'il n'y a plus de Français de souche. Et que, si, il y a des Français de souche, ça s'appelle des fins de race. Et ils vont se mélanger avec les autres. Et tant mieux pour nous tous. Voilà, un bel exemple de haine tolérée dans les grands médias. Crachez autant que vous voudrez sur les Blancs et les Français de souche. Vous êtes quasi assuré qu'il ne vous arrivera rien. Et face à ce 2 poids 2 mesures flagrants, Xavier Hofer, éminent criminologue, révèle pourquoi on protège ces antifas violents. Systématiquement, depuis que M. Macron est au pouvoir, les gens qui gouvernent avec lui regardent de l'autre côté quand l'extrême gauche commet ses exactions.
systématiquement. Pourquoi ? Parce que le régime de M. Macron est un régime néolibéral et les néolibéraux n'ont qu'un seul ennemi, c'est la droite nationale. En conséquence de quoi, tous les provocateurs qui s'appellent Black Bloc, qui s'appellent Jeune Garde, qui s'appellent n'importe comment, seront utiles le jour où la droite nationale sera au pouvoir pour les provocations, comme agents provocateurs. C'est la raison pour laquelle il les épargne. Ils sont protégés. Le pouvoir va même jusqu'à les subventionner pour assurer leur pérennité. Pire, ils permettent sciemment de les élire pendant les élections, comme on a pu le voir en 2024. Raphaël Arnault n'est pas député par hasard, mais grâce au désistement d'un macroniste. Et quand on leur rappelle cette vérité, ils font comme si ça n'avait jamais existé. En l'occurrence, Raphaël Arnault, on le combat et on continuera à le combattre parce qu'il est vous n'avez pas combattu, vous avez retiré votre candidat. Et parce qu'il s'inscrit hors du champ républicain. C'est une mais réalité. pourquoi vous avez retiré votre candidat ? Il s'est retiré tout seul. Il s'est retiré tout seul. Non, mais attendez. Excusez-moi, en langue de bois, c'est parfait. Non, mais vous étiez dans les négociations. Vous avez des informations que je n'ai pas. J'étais pas dans les négos, mais à quelqu'un comme ça, face à quelqu'un comme ça, on se maintient dans tous les cas de figure. Attendez, vous étiez dans les négociations ? J'y étais pas, mais donc. Écoutez, cette personne s'est déshonorée en se retirant. Mais attendez, vous n'avez pas d'informations précises. Non, mais je peux penser que cette personne s'est déshonorée en se retirant face à un triple fichier S. Je l'entends, mais oui, apportez-moi ici la preuve noir sur blanc de ce que vous m'affirmez. Il s'est retiré. Voilà, Shannon Sebin, ancienne macroniste devenue aujourd'hui LR, bonnet blanc, blanc bonnet. Ces gens préfèrent nous prendre pour des imbéciles que d'assumer. Et Pascal Cros enfonce le clou en avouant qu'il ne peut, et comme beaucoup de Français, plus écouter tous ces politiques. Je n'en peux plus de ces petits marquis. Je n'en peux plus de leur ton. Vraiment, je n'en peux plus de... Je ne sais pas ce que vous en pensez, André Valigny, je n'en peux plus de leur ton. Maintenant, ça devient quasiment physique. Je ne peux plus les entendre. Mais je ne peux pas vous dire autre chose. Pour qui se prennent-ils ? Je veux dire, ce sont des gens qui sont payés par nos impôts, on pose des questions et on se fait insulter. Je n'en peux plus. Et je ne suis pas le seul. La tension monte partout. Henri Guénaud, ancien conseiller de Sarkozy, ne retient plus ses coups et entre en rage contre Macron. Son problème, c'est qu'il veut laisser un champ de ruines. Vous pensez qu'il veut laisser un champ de ruines ? Oui, il veut laisser un champ de ruines. Vous pensez qu'il est attiré par... Mais ça veut dire quoi ? Pourquoi il veut... Pourquoi il a supprimé le corps préfectoral ? Pourquoi il nomme des gens dans l'air du temps à la tête du Conseil d'État et ça ne va pas s'arranger dans la... Pourquoi il nomme Mme Amélie de Montchalin ? Pourquoi ? Parce qu'il y a au fond la volonté, peut-être inconsciente, mais en tout cas, moi, elle me saute aux yeux, de laisser un champ de ruines. Il détruit toutes les institutions, il détruit tout ce qui touche, il détruit l'État, ce qui n'est pas le rôle d'un chef de l'État. Donc il y a une espèce de trahison de la fonction. Et de son côté, le journaliste François Langlais le confirme et avoue que Macron a ruiné les finances françaises et maintenant il veut faire la même chose pour l'Europe. On ne sait déjà pas comment on va rembourser l'emprunt Covid. À partir de 2028, 30 milliards d'euros vont tomber tous les ans. On ne sait pas comment on va rembourser. Il y a un autre emprunt dont on ne parle pas, il a été confirmé il y a 4 jours, c'est quelques 90 milliards d'euros qui vont être utilisés pour aider l'Ukraine. 1, Covid, 2, l'Ukraine, 3, l'innovation. Les copains, c'est la fête. Jusqu'où ça va nous emmener ? Et finalement, quand on lit le président nous conseiller ça, on se dit, bon, il a ruiné les finances publiques françaises, il veut faire la même chose aujourd'hui en Europe. Le diagnostic est unanime. Destruction, ruine, coup d'état administratif. Et 4e panique, la plus profonde, celle qui explique toutes les autres. Charles Gave la résume avec une clarté implacable. C'est gouverné par des traîtres. Et on ne sait pas comment s'en débarrasser, puisqu'ils ont bâti des systèmes où on ne peut pas s'en débarrasser. Regardez, les dernières élections législatives, au 2e tour, ils sont tous mis d'accord. LFI a voté pour les Républicains, etc., pour que le Rassemblement national n'arrive pas au pouvoir. Le parti qui avait le plus de voix, on s'est débrouillé en faisant des agences contre nature pour qu'ils ne puissent pas arriver au pouvoir. Mais c'est un déni de démocratie. La France est gouvernée par des traîtres. Les affaires Epstein et Quentin n'en sont que les révélateurs qui les démasquent encore un peu plus. Dans les deux cas, et comme je l'évoquais la semaine dernière, c'est un fil que l'on tire. Un fil qui révèle leur complicité avec les pires criminels et la racaille antifasciste, toujours dans ce même but, détruire la France. Pensez-y pour les prochaines élections.